Une jeune femme de 19 ans est en état de mort cérébrale et sa famille prend la décision difficile de donner ses organes. Mais au moment de l'opération, le médecin responsable est choqué. Dans le ventre de la jeune femme, il voit quelque chose qui le paralyse. Rachel a toujours été une fille pleine de joie de vivre. À 19 ans, elle rêvait de terminer ses études d'infirmière, de travailler et d'économiser de l'argent pour voyager. Elle riait facilement, plaisantait surtout et disait toujours à sa mère « Un jour, je prendrai soin de toi, Hélène, tu verras. » Mais ces derniers jours, quelque chose d'étrange s'est produit. Tout a commencé par une légère nausée. Elle s'est levée, s'est sentie mal, est allée à la salle de bain, s'est lavé le visage, a pris une grande inspiration et a continué sa journée. Elle pensait que c'était juste un virus ou quelque chose comme ça, qu'elle avait l'estomac sensible. Elle a plaisanté. « Maman, je crois que j'ai mangé quelque chose de mauvais. J'ai mangé quelque chose de mauvais. Ou c'est peut-être juste mes nerfs. » Mais les jours passaient et les nausées empiraient. Des vertiges sont apparus. Elle se levait et le monde tournait. Elle devait s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Parfois, elle avait déjà des vertiges rien qu'en se levant du canapé pour aller dans la cuisine. Hélène a commencé à s'inquiéter. « Rachel, tu as l'air pâle, ma fille. Ce n'est pas normal. Allons chez le médecin. » Mais Rachel, comme d'habitude, elle faisait tout pour ne pas inquiéter personne. « Maman, ce n'est rien. Je suis sûre que c'est juste une baisse de tension. Je vais bien, je te le promets. » Ce matin-là, tout semblait normal. Maman était dans la cuisine en train de préparer le café. Rachel était allongée sur le côté dans sa chambre, son téléphone portable à la main, essayant d'ignorer son malaise. Mais tout à coup, il y eut un grand bruit, comme si quelqu'un était tombé par terre. Hélène a couru pour voir ce qui se passait et a trouvé sa fille allongée sur le sol de sa chambre, les yeux à moitié ouverts, mais le regard vide, le visage froid, les lèvres violettes. « Rachel, Rachel, parle-moi, mon Dieu, parle-moi !» Elle l'a secouée vigoureusement, mais Rachel ne réagissait pas. Son corps était mou et ne réagissait pas. La peur l'envahit. « Mon Dieu, quelqu'un doit m'aider !» Hélène courut dans la rue et cria à l'aide. Les voisins l'entendirent. L'un d'eux, M. Roberto, accourut pour l'aider à porter Rachel jusqu'à la voiture. Sur le chemin de l'hôpital, Hélène ne pouvait s'arrêter de pleurer. « Tiens bon, ma fille. Pour l'amour de Dieu, tiens bon encore un peu. » La voiture filait à toute allure dans les rues, klaxonnant et brûlant les feux rouges. Rachel était allongée sur la banquette arrière, le visage pâle, la poitrine se soulevant et s'abaissant de plus en plus lentement. La voiture d'Hélène s'est arrêtée, autant que possible devant l'hôpital. Elle ne prit même pas la peine de se garer correctement. Elle sortit en courant, ouvrit la portière arrière avec ses mains tremblantes et essaya de sortir Rachel elle-même. « À l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi, quelqu'un. Ma fille ne respire pas correctement. » Les yeux d'Hélène étaient remplis de larmes. Sa voix ressemblait presque à un cri désespéré. Elle a essayé de soulever le corps de sa fille, mais Rachel était molle et lourde, comme si son corps avait perdu toute force. Quelques personnes à la porte de l'hôpital ont regardé avec effroi, mais c'était l'infirmière Valeria, qui était assise à la réception et qui s'est précipitée en entendant les cris. Valeria n'a pas hésité. Elle a jeté son porte-documents par terre et s'est précipitée vers eux. Que s'est-il passé? Depuis combien de temps? Est-elle déjà comme ça? Hélène était tellement bouleversée qu'elle pouvait à peine parler. Je pensais que c'était juste un vertige. Elle est tombée. Je l'ai amenée ici aussi vite que possible. S'il vous plaît, faites quelque chose. Valeria s'est agenouillée à côté de Rachel. D'un geste rapide, elle a posé 2 doigts sur le cou de la jeune fille et a essayé de sentir son pouls. Le front de Valeria a commencé à transpirer. Le pouls est faible, mais il est toujours là. Allez, j'ai besoin de vous. Vite, une civière. 2 autres, les ambulanciers sont arrivés en courant avec la civière. Pendant ce temps, Valeria vérifiait déjà la respiration de Rachel, lui redressait la tête et créait de l'espace pour l'alimentation en air. « Venez avec moi, s'il vous plaît. Ne lâchez pas sa main. »« Oui, restez près d'elle. Elle doit savoir que vous êtes là. » Hélène grimpa sur la civière à côté de sa fille et serra fort la main froide de Rachel, comme si ce contact pouvait lui redonner vie. Devant les murs blancs de l'hôpital, on entendait des pas bruyants et précipités. Les infirmières faisaient de la place, les gens regardaient de loin, effrayés. Hélène tremblait de tout son corps. « Reste avec moi, ma fille. S'il te plaît, ne me quitte pas. Rachel, pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas seule. » Valeria jeta un bref regard à la mère et essaya de rester calme. Mais dans son cœur, elle le savait déjà. L'état de la jeune fille était grave, très grave. D'une main, Valeria tenait le masque à valve pour aider Rachel à respirer.
De l'autre, elle appuyait sur le bouton d'urgence fixé au mur. « Appelez, Dr Alex, code rouge aux urgences. » Et c'est comme ça que, au milieu des sirènes et des larmes, la bataille a commencé, pour sauver la vie de Rachel. Le bruit des alarmes résonnait encore dans les couloirs quand le Dr Alex Walker est arrivé aux urgences. Il marchait vite, sa blouse à moitié ouverte, le regard alerte et le visage sérieux. Tout le monde le connaissait pour son attitude directe, mais toujours humaine. Il n'était pas du genre à crier, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. « Qu'est-ce qu'on a là ?» a-t-il demandé en enfilant ses gants. Valérie, qui était toujours à côté de Rachel, a répondu « Elle a été renversée par une voiture, elle a perdu beaucoup de sang. » Le docteur Alex a écouté attentivement. Il n'était pas du genre à crier, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» demanda-t-il en enfilant ses gants. Valérie, qui se tenait toujours à côté de Rachel, répondit presque sans respirer. Patiente, 19 ans. Elle est arrivée avec perte de conscience, pouls faible, signe d'hypoxie, aucun antécédent médical connu. Sa mère l'a amenée aux urgences. Alex s'est approché de la civière. Il s'est arrêté un instant et a regardé Rachel dans les yeux. Une si jeune fille, pâle, la bouche entr'ouverte, la poitrine se soulevant et s'abaissant péniblement. On va l'intuber et la préparer rapidement pour un scanner. Hélène, qui se tenait dans un coin de la pièce, tremblait de peur. Ses mains couvraient sa bouche, ses yeux étaient rouges et gonflés. « Docteur, s'il vous plaît, elle va s'en sortir. C'est ma fille. Elle n'a jamais eu de problème. Jamais, s'il vous plaît. » Alex se tourna vers elle. Il la regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, on pouvait lire de la détermination, mais aussi une certaine gravité, une inquiétude. « Madame, on fera tout ce qu'on peut, mais je voudrais que vous respiriez profondément et que vous fassiez confiance à notre équipe. » Oui. Elle se contenta de hocher la tête, comme si elle s'accrochait à un dernier espoir. Quelques minutes plus tard, dans la salle de scanner, Alex suivait l'examen. Son regard allait et venait et analysait les images à l'écran. La pièce était totalement silencieuse. Le bruit du scanner ressemblait à celui d'une énorme horloge. Chaque seconde semblait durer une éternité. Quand les dernières images sont apparues, Alex s'est figé. Là, en plein milieu du cerveau de Rachel, il y avait une zone sombre, un blocage évident, une obstruction, une thrombose. Le sang ne coulait plus. Le flux était interrompu. Alex a fermé les yeux un instant. Il a pris une grande inspiration, comme quelqu'un qui rassemble ses forces avant d'annoncer une nouvelle qui, il le sait, va briser des cœurs. Il est retourné dans la pièce où Hélène attendait, recroquevillée sur sa chaise, les mains jointes comme pour prier, même si elle ne pouvait pas dire un mot. Alex s'est agenouillé devant elle. « Hélène, on a fini les examens et je dois être honnête avec toi. » Elle le regarda avec le regard de quelqu'un qui sait déjà, mais qui garde espoir. Sa fille avait eu une thrombose cérébrale. C'est un gros bouchon. Le sang ne circulait plus dans une grande partie du cerveau, ce qui peut mener à une paralysie. Elle le regarda avec le regard de quelqu'un qui sait déjà, mais qui garde espoir. La sienne ? Sa fille avait eu une thrombose cérébrale. C'est une grave obstruction. Le sang ne circulait plus dans une partie importante du cerveau, ce qui pouvait causer de graves dommages. Le monde d'Hélène semblait s'écrouler à ce moment-là. « Non, ce n'est pas possible, ma fille. Ce n'est pas possible. » Elle se mit à pleurer, cachant son visage. Entre ses mains, et tout son corps tremblait. Alex posa une main sur son épaule. Sa voix était douce, mais ferme. « Nous n'avons pas encore fini. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Je te le promets. Mais la situation est très délicate et les prochaines heures seront décisives. » Et là, dans ce coin froid de l'hôpital, l'un des combats les plus difficiles de leur vie a commencé. Immédiatement après le diagnostic, l'équipe médicale s'est mise au travail. Dans le salle des urgences, l'ambiance était tendue, oppressante. On pouvait presque sentir l'up-air se figer. Le docteur Alex ne quittait pas la pièce, enfila sa blouse et ses gants et donna de brèves instructions. Mais sa voix se brisa alors qu'il essayait de garder le contrôle. « On va maintenant procéder à la thrombolyse », dit-il avec insistance. Deux médecins assistants se précipitèrent pour préparer les médicaments. Valéria, l'infirmière, tenait la main de Rachel tout en surveillant son rythme cardiaque. « Allez ma fille, on va y arriver », dit-elle. « On va maintenant appliquer le protocole de thrombolyse », dit-il d'un ton pressant. Deux médecins assistants se précipitèrent pour préparer les médicaments. Valéria, l'infirmière, tenait la main de Rachel et surveillait son rythme cardiaque. « Allez ma fille, allez. Tu es jeune, tu vas y arriver, n'est-ce pas ?»
murmura-t-elle, presque comme une prière. Hélène pouvait tout voir à travers la petite vitre. Elle serrait un chapelet si fort entre ses mains que ses doigts devenaient rouges. « Mon Dieu, sauvez ma fille, s'il vous plaît. Prenez ma vie, mais sauvez-la. » Le médicament a été administré. Les minutes qui ont suivi lui ont semblé durer des heures. Le moniteur cardiaque émettait des bips, les chiffres montaient et baissaient. La pression baissait, remontait, le taux d'oxygène dans le sang diminuait. Alex regarda les résultats des tests. Aucune amélioration. On doit passer à la ventilation artificielle. Préparez-vous à une nouvelle intubation. Encore plus d'agitation, encore plus. Des câbles, encore plus de tuyaux, encore plus de voix nerveuses. Le bruit de la machine remplissait la pièce. Rachel respirait maintenant à l'aide de machines. Le temps passait, 1, 2, 3 heures d'essai, et l'expression sur les visages des médecins commençait à changer. Avant, c'était de la tension. Maintenant, c'était de la résignation. Alex a demandé un nouveau scanner, qui a été fait tout de suite. Les images sont arrivées. Il les a regardées en silence, s'est arrêté, a enlevé ses lunettes et s'est passé la main sur le visage. Valeria est entrée dans la pièce et a vu son expression. Le docteur Alex a pris une grande inspiration. Les dégâts étaient trop importants. On ne pouvait pas les réparer. Les mots semblaient peser des tonnes dans sa bouche. Il s'est levé et sorti. Il a franchi la porte et s'est dirigé vers le couloir où Hélène attendait, assise par terre, son chapelet à côté d'elle. Quand elle a vu le médecin arriver, elle savait déjà. Mais elle se leva quand même, titubant et les larmes aux yeux. « Docteur, s'il vous plaît, elle va s'en sortir, n'est-ce pas ? Elle va ouvrir les yeux. Elle va me sourire. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Elle n'a que 19 ans. » Alex s'accroupit à sa hauteur. Il prit les mains d'Hélène qui tremblaient de manière incontrôlable. « On doit encore faire quelques tests supplémentaires. On va tout essayer, mais c'est très grave. On aura bientôt des réponses plus claires. » Les heures passaient, comme si le temps s'était arrêté dans cet hôpital. Le docteur Alex est resté jusqu'à la dernière seconde et a essayé de trouver une solution. À chaque test, à chaque tentative, l'espoir s'amenuisait, mais personne ne voulait abandonner. Les machines restaient allumées, le corps de Rachel était chaud, et sa respiration était forcée par les machines, mais ses yeux étaient fermés et son cerveau était silencieux. Puis vint le dernier test que tout le monde redoutait, le test de mort cérébrale. Alex leur a demandé de couper les sédatifs. Ils ont attendu. Mais rien. Ils ont fait le test de réflexe. Rien. Ils l'ont stimulé. Avec de la douleur, aucune réaction. Ensuite, ils ont fait le test de circulation sanguine cérébrale. Les images étaient claires. Elles montraient qu'il n'y avait plus de circulation sanguine dans son cerveau. Alex baissa la tête, se couvrit le visage de ses mains et prit une profonde inspiration. Il savait que c'était le moment qu'il détestait le plus dans toute sa carrière. Il quitta la pièce et marcha lentement dans le couloir jusqu'à ce qu'il trouve Hélène, assise sur un banc, les yeux déjà gonflés, le corps penché en avant. Elle regarda le médecin avec le peu d'espoir qui lui restait. Il quitta la pièce et marcha lentement dans le couloir jusqu'à ce qu'il trouve Hélène, les yeux déjà gonflés, assise sur un banc, le corps penché en avant. Elle regarda le médecin avec le peu d'espoir qui lui restait, mais un regard d'Alex suffit pour qu'elle comprenne. Il s'agenouilla à nouveau devant elle. « Hélène, je suis vraiment désolé. On a tout essayé, vraiment tout, mais ta fille est en état de mort cérébrale. » Le cri qui sortit de la gorge d'Hélène était si fort et désespéré qu'on pouvait l'entendre dans tout l'hôpital. « Non, ma fille, non, ce n'est pas possible. Elle était encore avec moi hier. On a bu un café ensemble. Elle m'a prise dans ses bras avant de quitter la maison. Elle a quitté la maison. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. » Elle se jeta par terre. Ses mains frappaient sa poitrine comme si elle voulait arracher la douleur de son corps. Tout son corps tremblait. Valeria essaya de s'approcher d'elle, mais Alex secoua la tête. C'était la douleur d'une mère, et à ce moment-là, elle seule pouvait la ressentir. Pendant ce temps, devant l'hôpital, une voiture s'arrêta dans un crissement de pneus devant l'entrée. Ethan, le copain de Rachel, en sortit en bondissant et se mit à courir. Son visage était rouge, ses yeux remplis de larmes. Il se précipita à l'intérieur et cria « Rachel, où est-elle? Dis-moi où elle est. Est-ce qu'elle est ?» Quand il vit Hélène allongée par terre, ses cris de douleur déchirant l'air, Ethan se figea. Son cœur sembla s'arrêter de battre pendant une seconde. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Que s'est-il passé? Non, non, dis-moi qu'elle va bien. Elle va bien, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que ce n'était qu'une frayeur. » Hélène se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes et la voix brisée. Ma fille a disparu.
Et ils restèrent tous les deux allongés sur le sol froid du couloir et pleurèrent ensemble, comme si le monde s'était écroulé. Hélène se retourna, les larmes aux yeux et la voix brisée. « Ma fille a disparu. » Et ils restèrent tous les deux allongés sur le sol froid du couloir. Ils s'étreignirent et pleurèrent ensemble, comme si le monde s'était écroulé. Après quelques minutes de silence et de larmes, le docteur Alex prit une profonde inspiration, se leva et demanda à Hélène et Ethan de l'accompagner dans une pièce privée. La pièce était petite, avec des murs blancs et une table en bois. Des murs blancs et une table en bois au milieu. Il y avait 2 chaises d'un côté et une de l'autre. Alex s'assit lentement, retira ses lunettes, se frotta les yeux fatigués et regarda les 2 personnes avec un regard où se mêlaient tristesse et respect. Hélène continuait de pleurer doucement, le visage gonflé. Ethan se tenait à côté d'elle, les mains devant le visage, incapable de dire un mot. Le médecin a commencé à parler d'une voix douce mais ferme. « Je sais que c'est le pire moment de votre vie, et j'aurais souhaité que rien de tout cela ne soit arrivé. Mais il y a une chose, une conversation qu'on doit malheureusement avoir maintenant. » Il fit une pause, regarda les 2 et continua. « Rachel était une jeune fille en bonne santé avec un cœur fort et d'autres organes qui fonctionnent encore bien grâce aux machines. Et c'est pourquoi on voulait savoir si votre famille accepteriez un don d'organes. » Hélène a lentement levé la tête, les yeux rouges et gonflés. « Le don d'organes. » Alex a hoché la tête, le regard douloureux. « Je sais que c'est dur, je sais. Mais il y a des gens, des enfants, des mères, des hommes, des personnes qui sont sur une liste et qui attendent une chance de vivre, et Rachel pourrait être cette chance. Elle peut sauver des vies, elle peut donner de l'espoir à d'autres familles qui vivent une douleur similaire à la vôtre. » Le silence envahit la pièce. Ethan ferma les yeux. Il secoua la tête comme s'il voulait chasser cette pensée. Hélène posa ses mains sur sa poitrine. Les pleurs revinrent, mais cette fois, c'étaient des pleurs mêlés de souvenirs. Elle avait toujours été comme ça, une fille bien qui prenait soin de tout le monde, même des chiens errants. Elle me disait toujours qu'elle voulait faire le bien, aider les gens. Alex se tenait là, seul, écoutant sans insister et attendant son moment. Les minutes passaient. Ethan a pris Hélène par la main. Ils se sont enlacés et ont pleuré ensemble. Après un long moment, la voix brisée et les yeux fermés par la douleur, Hélène a dit, presque dans un murmure, qu'au moins, elle pouvait sauver quelqu'un d'autre. Alex a pris une profonde inspiration et a posé sa main sur la sienne. « Je te promets qu'on s'occupera de tout, avec le plus grand respect et le plus grand amour qu'elle mérite. » Et dans cette pièce, alors qu'ils continuaient à pleurer, la décision la plus difficile de leur vie a été prise. Dans la salle de préparation, c'était le silence. On n'entendait que le bruit des moniteurs et le léger bourdonnement des respirateurs. L'atmosphère était oppressante, imprégnée de la tristesse qui règne avant une telle intervention. Le docteur Mark Dawson, le chirurgien chargé du prélèvement d'organes, entra avec une expression grave, comme il le faisait toujours, avant chaque opération délicate. C'était un homme expérimenté, mais ce matin-là, même lui semblait plus pensif que d'habitude. Avant de commencer, il a fait ce qu'il faisait toujours. Il s'est arrêté quelques secondes à côté de la patiente. Il a regardé le visage de Rachel, si jeune et si fragile. Allongé sur le brancard, ses cheveux tombaient de chaque côté de son visage. Il a pris une profonde inspiration et a dit doucement, comme si elle pouvait l'entendre. « On va tout faire avec le plus grand respect. Oui, ta mère, ton ami, tout le monde, pense à toi, et tu vas sauver d'autres vies aujourd'hui. » Puis Marc a commencé à vérifier les derniers tests. Il a vérifié les dossiers, les valeurs sur les appareils, le rythme cardiaque. Tout était comme on pouvait s'y attendre dans un cas de mort cérébrale avec assistance artificielle. Alors qu'il s'approchait du ventre de Rachel pour commencer le nettoyage, quelque chose de petit, presque imperceptible, mais qui fit immédiatement s'arrêter le médecin. Il fronça les sourcils, regarda à nouveau et aperçut du coin de l'œil un très léger mouvement juste là, dans son ventre, comme une crampe, une petite vague, sous la peau. Il resta immobile pendant quelques secondes et essaya de comprendre si ce n'était que son imagination. « Qu'est-ce que c'était » marmonna-t-il, presque pour lui-même. Il passa lentement sa main sur son ventre et sentit à nouveau un léger, très léger mouvement. Son cœur se mit immédiatement à battre plus vite. Il regarda l'infirmière qui se tenait à côté de lui. « Valéria, viens ici. Regarde ça. Tu vois ça aussi ?» Valéria s'approcha. Elle resta là quelques secondes à regarder, puis répondit, les yeux écarquillés. « Docteur, on dirait que quelque chose bouge dans son ventre. » Marc a tout de suite enlevé ses gants et sans hésiter une seconde,
il a appuyé sur le bouton d'urgence sur le mur. Appelle tout de suite le docteur Alex et fait préparer une échographie urgente. Vite. La pièce, qui était calme auparavant, s'est alors remplie de gens qui allaient et venaient. Des infirmières entrèrent, des appareils furent branchés, des moniteurs furent rapprochés de la civière. Le docteur Marc, les mains tremblantes, gardait les yeux fixés sur le ventre de Rachel. Le ventre de Rachel, et pour la première fois depuis de nombreuses années. De son cabinet, il sentit un frisson lui parcourir le dos. Là, exactement. Là, dans un corps considéré comme sans vie, il y avait quelque chose qui se battait encore. Ça, les bruits des pas d'Alex résonnaient dans les couloirs, alors qu'il se précipitait, alerté par l'appel d'urgence de Marc. Le visage d'Alex était sérieux, inquiet. Dès qu'il entra dans la salle de préparation, il vit son collègue debout à côté du brancard, le visage expression mêlée de surprise et d'incrédulité. « Que se passe-t-il ? Marc, pourquoi m'as-tu appelé comme ça ?» Tout à coup, Marc le regardait avec de grands yeux, sa main toujours posée doucement sur le ventre de Rachel. « Alex, tu ne vas pas le croire, mais j'ai senti un mouvement ici. Alex !» Il s'arrêta un instant et essaya de comprendre. Un mouvement dans le ventre. Marc se contenta d'acquiescer. Sans perdre de temps, Alex demanda à ce qu'on apporte l'échographe portable. Valéria courut dans la pièce voisine et revint avec l'appareil, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Pendant qu'ils allumaient l'appareil, Alex souleva légèrement le chemisier de Rachel, appliqua le gel froid sur son ventre et plaça la sonde. La pièce était complètement silencieuse. Tout le monde retenait son souffle et fixait l'écran. L'appareil a mis quelques secondes à ajuster l'image, puis elle est apparue. D'abord petite, mais clairement visible. Un minuscule cœur battait, rapidement et sans relâche, en elle. « Oh mon Dieu !» murmura Valéria en mettant sa main devant sa bouche. Marc non plus ne pouvait détourner son regard de l'écran. Elle était enceinte, et même de jumeaux. Alex est resté immobile pendant quelques secondes, fixant le petit point qui battait à l'écran. Sa gorge s'est serrée, il a pris une profonde inspiration, s'est passé la main sur le visage et a confirmé d'une voix douce, presque dans un murmure. « Oui, Rachel est enceinte de 3 mois, mais les bébés sont vivants et leurs cœurs battent fort. » L'ambiance dans la pièce changea immédiatement. Un mélange de choc, d'incrédulité et d'espoir inattendu. Alex regarda Rachel, les larmes aux yeux. Même dans cette situation, cette petite fille avait encore la vie en elle. Tout le monde était là, ne sachant pas exactement quoi ressentir en premier lieu. Mais une chose était sûre. À partir de ce moment, tout a changé. Dès qu'il a confirmé ce qu'il avait vu sur les écrans de l'échographie, Alex n'a pas hésité longtemps. Il a quitté la pièce en courant presque, le cœur battant dans sa poitrine. Dans le couloir, les autres médecins le regardaient d'un air perplexe, ne comprenant pas pourquoi il était si pressé. Alex se rendit directement dans la salle d'attente où se trouvaient Hélène et Ethan. Elle était toujours assise dans un coin, le visage baigné de larmes, fixant le sol, tandis qu'Ethan faisait les 100 pas, les yeux rougis, comme s'il ne savait pas par où commencer pour soulager tant de douleur. Quand ils virent le médecin s'approcher, ils levèrent tous les deux immédiatement les yeux. « Docteur, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si pressé ?» demanda Ethan d'une voix tremblante. Alex prit une profonde inspiration, s'approcha d'eux et se plaça juste devant eux, la main encore couverte de gel à ultrasons. « Écoutez-moi calmement, s'il vous plaît. » Ils ont tous les deux ouvert les yeux, s'attendant à d'autres mauvaises nouvelles. Alex s'est légèrement accroupi pour se mettre à leur hauteur et a dit lentement « On a découvert que Rachel était enceinte. » Il y a eu un silence total. Hélène a mis sa main devant sa bouche, les yeux pleins de surprise. « Ma fille est enceinte de jumeaux. » Ethan a fait un pas en arrière, comme s'il avait reçu un coup dans le ventre. Enceinte. On a découvert que Rachel était enceinte. Tout était super calme. Hélène a mis sa main devant sa bouche, les yeux écarquillés de surprise. « Mes filles, enceintes. » Ethan a reculé d'un pas, comme s'il avait reçu un coup dans le ventre. Enceinte. Non, c'est pas possible. On était ensemble, mais on ne savait rien. Elle n'a jamais rien dit, n'a jamais eu de symptômes. J'aurais dû m'en rendre compte. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Alex posa sa main sur son épaule. Je veux dire, des nausées, des vertiges. Mon Dieu. Elle passa ses mains dans ses cheveux, fit les 100 pas et respira rapidement. J'aurais dû m'en rendre compte. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Alex posa sa main sur son épaule. Personne n'était au courant. Elle-même n'en avait probablement aucune idée. Mais les cœurs des bébés battent. Ils sont forts. Hélène pleurait, mais c'était maintenant un autre genre de pleurs, mêlé de peur et d'espoir.
Alex prit une profonde inspiration, regarda les deux et dit, d'une voix ferme, « C'est pourquoi nous avons immédiatement arrêté le processus de don. Maintenant, l'important est de protéger ces enfants et de faire tout notre possible pour leur donner une chance de vivre. » Ethan regarda le médecin, les yeux remplis de larmes, et dit d'une voix douce, presque dans un murmure, « Elle laisse un petit bout d'elle-même ici. Un petit bout d'elle continuera de vivre. » Hélène serra fort la main d'Ethan. Ils s'embrassèrent, et pour la première fois de la journée, au milieu de toutes ces larmes, une petite mais véritable lueur d'espoir apparut. Alex prit une grande inspiration, sentant toujours le poids de la responsabilité sur ses épaules, et demanda à Hélène et Ethan de se rasseoir. Ils avaient encore les joues rouges, leurs mains tremblaient, et ils essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Le médecin a tiré une chaise, s'est assis devant eux et a commencé à parler avec un calme que lui seul pouvait avoir dans de tels moments. « Écoutez, je sais que tout ça est vraiment difficile. Je sais que ça vous semble être un cauchemar, mais maintenant, on doit réfléchir à la suite. » Hélène, les mains jointes comme pour prier, le regarda, les larmes aux yeux. « Oui, docteur, le bébé, ou plutôt les bébés, ont une chance de survivre. » Alex acquiesça lentement. « En fait, ce sont des jumelles, 2 filles, encore très petites. Vu leur taille et les tests, on pense qu'elles avaient environ 4 à 5 mois au moment de l'accident. » Ethan se couvrit le visage de ses mains. « Comment vont-elles » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Elles sont dans un état critique, » dit le médecin, « mais on doit tout faire pour les sauver. »« Que pouvons-nous faire » demanda Ethan. Alex hocha lentement la tête. « En fait, ce sont des jumelles, 2 filles, encore très petites. D'après leur taille et les tests, on estime qu'elles avaient environ 4 à 5 mois au moment de l'accident. » Ethan se couvrit le visage de ses mains. Il prit une profonde inspiration, comme pour assimiler tout ça. 2 filles, mon Dieu, on n'en savait même pas l'existence d'une seule. Et maintenant, il y en a 2. Alex continua. Je sais que ça ressemble à un miracle, et d'une certaine manière, c'en est un. Mais la réalité est que le corps de Rachel, même s'il n'y a plus d'activité cérébrale, fonctionne toujours grâce aux machines, son rythme cardiaque, sa respiration. Tout est contrôlé artificiellement maintenant, et ça pourrait nous donner une chance. Il s'est arrêté, a regardé les 2 gars droit dans les yeux et a conclu. Le plan. Maintenant, c'est le corps de Rachel. Le garder en vie le plus longtemps possible. On va s'occuper d'elle comme si elle était encore consciente, la nourrir par sonde, contrôler sa température, surveiller son rythme cardiaque et celui des filles, ses poumons, ses reins, tout quoi. On fera tout ce qu'on peut pour créer un environnement sûr pour les jumelles jusqu'à ce qu'elles soient assez grandes pour naître. Hélène ne pouvait pas retenir ses larmes et secouait la tête comme pour dire « Oui », mais tout son corps tremblait. « Ma fille, ma petite fille, elle se bat pour ses filles, même si elle ne le sait pas. » Ethan s'est approché d'elle, lui a pris les mains fermement et des larmes ont coulé sur son visage. « On sera là pour elle, Hélène. Je te le promets, je le ferai. Je resterai ici tous les jours, tout le temps, avec vous 3. » Alex a passé sa main sur son visage. Il a pris une profonde inspiration. Ce sera un combat difficile, long et risqué. Mais tant que son cœur battra, tant qu'elle vivra, on se battra. Et dans cette chambre, avec un mélange de peur, d'amour et d'espoir, une nouvelle raison est apparue. Continuer à se battre pour tout le monde et se battre ensemble. À partir de ce jour-là, une nouvelle routine a commencé pour tout l'hôpital. Ce n'était plus seulement un lit avec un patient en état de mort cérébrale. C'était maintenant la chambre de Rachel, dans laquelle 2 vies grandissaient en elle. Alex rassembla toute l'équipe, les médecins, les infirmières, les nutritionnistes, les physiothérapeutes, tout le monde. Tout le monde savait qu'à partir de ce moment, chaque détail, chaque petit soin pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour ces filles. Ils ont commencé à les nourrir par sonde, avec une alimentation soigneusement calculée et contrôlée, mesurée heure par heure, chaque gramme de protéines, chaque millilitre de liquide, tout ça pour les jumelles. Valéria, qui était aux côtés de Rachel depuis le début, est presque devenue son ange gardien. C'est elle qui arrivait tôt, coiffait Rachel, lui mettait de la crème sur la peau pour éviter les escarres dues à son long alitement et arrangeait les draps. « Bonjour ma fille. Regarde, une nouvelle journée de soins, hein ? Tes filles ont besoin de toi et on est là pour s'assurer que tu restes forte. » Et pendant qu'elle faisait ça, Valéria lui parlait comme si le corps de Rachel pouvait entendre chaque mot et y réagir d'une manière ou d'une autre. Les moniteurs à côté du lit n'arrêtaient jamais de biper.
Tension artérielle, oxygène, rythme cardiaque, les bruits des machines faisaient partie de la musique de cette pièce. De temps en temps, les médecins faisaient des échographies pour voir comment les filles grandissaient. Pendant chaque examen, Alex restait là, le visage tendu, regardant l'écran à la recherche de signes de danger. Des signes de danger. Les voilà, le petit cœur de l'une, puis celui de l'autre. Elles réagissent bien, elles grandissent, elles sont fortes, très fortes, dit-il avec un sourire fatigué mais sincère. Hélène a commencé à pratiquement vivre à l'hôpital. Elle a apporté son oreiller, a mis une couverture au pied du lit et dormait parfois assise, la tête posée sur le bord du brancard. Elle tenait la main de sa fille et la caressait lentement avec ses doigts, comme si elle voulait réchauffer sa peau froide. « Mingjija, tu as toujours été têtue, et maintenant, tu dois l'être encore plus. Tiens bon, ma chérie, encore un petit peu plus longtemps pour elle. » Ethan venait aussi tous les jours. Il restait assis des heures au chevet du lit, racontait des histoires à Rachel et parlait des projets qu'ils avaient, des endroits qu'ils voulaient voir. « Tu te souviens de notre projet d'aller à la plage ? » ?»« Oui, je m'en souviens. Maintenant, on doit y aller tous les trois. Toi, moi et les filles. Alors, reste, pour elle et pour moi aussi. » Les infirmières changeaient sa position plusieurs fois par jour pour éviter les escarres. Elles la lavaient avec soin, lui nettoyant le visage et lui soignaient les yeux pour qu'ils ne se dessèchent pas. À chaque quart de travail, quelqu'un venait et disait la même chose. « Accroche-toi Rachel, accroche-toi Rachel. » Le cas de Rachel est devenu l'un de ceux que tout l'hôpital suivait en silence, en espérant, en priant, en attendant la prochaine échographie. Car là, dans cette chambre pleine de câbles, de moniteurs et de larmes, il y avait encore de la vie. Au début, il n'y avait que l'équipe des soins intensifs, les médecins et les infirmières qui étaient les plus proches d'elle. Mais bientôt, la nouvelle s'est répandue de chambre en chambre, d'étage en étage. Il était impossible pour quelqu'un de passer devant cette chambre sans demander de ses nouvelles. « Peg, alors, comment vont les jumeaux aujourd'hui ? Y a-t-il eu des changements dans leur rythme cardiaque ? As-tu fait l'échographie ce matin ? » Même le personnel de nettoyage, qui passait tous les jours avec ses chariots remplis de produits de nettoyage, s'arrêtait quelques secondes devant la porte, joignait les mains et disait une prière silencieuse. Les agents de sécurité, qui ne parlaient généralement pas aux patients, demandaient « Comment vont Rachel, Alex ou Valéria ?» chaque fois qu'ils croisaient Alex ou Valéria dans le couloir. Dans la salle de pause du personnel, autour d'une tasse de café, le sujet était toujours le même. Les agents de sécurité, qui ne parlaient normalement presque jamais aux patients, demandaient à chaque fois des nouvelles de Rachel lorsqu'ils croisaient Alex ou Valéria dans le couloir. Dans la salle de pause du personnel, autour d'un café, le sujet de conversation était toujours le même. Tu peux croire ça ? Une mère en état de mort cérébrale et les deux filles qui se battent encore en elle. C'est un miracle. Ça ne peut être que ça. Valéria, qui ne quittait jamais la chambre, était presque devenue une grande sœur pour les bébés. Elle est entrée en souriant, même si elle était fatiguée par ses nombreuses heures de travail. « Bonjour mes petites battantes. Une nouvelle journée, hein ? Et toi aussi, Rachel. Tu ne vas pas me laisser toute seule, hein ? Seule, n'est-ce pas, Alex ?» Même si elle s'efforçait de garder un ton professionnel, elle ne pouvait plus cacher à quel point cette affaire la bouleversait. Souvent, elle se tenait à la porte de la chambre et restait quelques secondes à regarder à l'intérieur, en silence, la gorge serrée. Cette petite fille nous apprend quelque chose sur la résilience et l'amour sans même ouvrir les yeux, a-t-elle dit un jour lors d'une brève conversation avec Marc dans le couloir. Hélène, qui a vu ce geste affectueux de la part de tout le monde, a commencé à ressentir un peu de réconfort au milieu de la douleur. Parfois, quelqu'un venait du labo, passait juste pour laisser un petit mot avec des mots d'encouragement. Une autre fois, ils ont laissé des fleurs à la fenêtre de la chambre. Même des médecins d'autres spécialités, qui ne faisaient de même pas partie de l'équipe de Rachel, ont commencé à passer dans le service juste pour jeter un œil par la porte et lui souhaiter bon courage. C'était comme si tout l'hôpital respirait avec ces deux petites vies. Chaque battement de cœur, chaque bon résultat était une raison de se réjouir, et chaque frayeur, chaque légère baisse de tension artérielle faisait retenir leur souffle à tout le monde. L'histoire de Rachel est devenue une chaîne de foi, d'espoir et d'humanité, dans un endroit où la douleur était si courante. Mais là, dans cette chambre, ils ont trouvé une vraie raison de croire qu'il était encore possible de gagner. Les jours sont devenus des semaines, et les semaines des mois. Le temps semblait s'être arrêté, mais il semblait aussi s'envoler. La chambre de Rachel est presque devenue une extension de la maison d'Hélène.
elle ne partait presque jamais. Elle avait un coin rien que pour elle, avec une vieille chaise en bois, une couverture toujours pliée sur le dossier et un petit sac avec quelques affaires simples. Une brosse à cheveux, la crème pour le visage de sa fille, un petit flacon de parfum que Rachel utilisait et le chapelet, toujours le chapelet. La routine quotidienne de la mère était toujours la même. Elle se levait très tôt, faisait le lit de fortune dans le coin et allait directement voir sa fille. Elle prenait un linge propre et essuyait doucement le visage de Rachel pour enlever la sueur de la nuit. Elle écartait ses cheveux de son front et appliquait soigneusement la crème sur le visage pâle de la jeune fille. « Sora, ma fille, regarde-nous. Aujourd'hui, je t'ai apporté cette crème. » Elle écartait ses cheveux de son front et appliquait soigneusement la crème sur le visage pâle de la jeune fille. « Sora, ma fille, regarde-nous. Ma fille, regarde-nous. Aujourd'hui, je t'ai apporté la crème que tu aimes tant, tu te souviens ? Celle qui sent si bon et dont tu as dit qu'elle était bonne pour ta peau. » Elle la massait lentement avec ses doigts, comme si ce toucher pouvait réveiller quelque chose chez sa fille. Puis, elle lui peignait les cheveux. « Tu as toujours aimé être jolie quand tu sortais de la maison, n'est-ce pas ? Alors, pas de cheveux en bataille. Tes copines t'observent et elles doivent te voir jolie. » Pendant qu'elle faisait ça, elle parlait et racontait des histoires. Elle racontait quand Rachel était petite, comment elle avait appris à marcher, ses premiers mots. « Tu sais, ma chérie, je reste ici. Tu te souviens quand tu étais petite et que je te tressais les cheveux pour l'école ? Que je te tressais les cheveux pour l'école. Tu étais toujours en colère parce que tu disais que je tirais trop fort. Et maintenant, regarde-nous. Je suis de retour et je m'occupe de toi. » Comme avant, elle tenait la main de sa fille et restait là pendant des heures, parfois en silence, parfois en chantant doucement, une berceuse. De temps en temps, elle tendait la main vers le ventre de Rachel. Elle posait ses mains dessus avec amour et parlait à ses petites filles qui grandissaient en elle. Les miennes ? Des princesses de force. Oui, vous avez raison, la mère la plus courageuse du monde. Elle est là, elle se bat toute seule et attend le moment de vous voir. Les infirmières passaient, certaines restaient. À la porte, regardaient et cachaient leurs larmes. Il était impossible de voir cette scène sans être ému. À la fin de l'après-midi, alors que le soleil brillait à travers la fenêtre, Hélène se pencha vers l'oreille de sa fille et murmura d'une voix douce et brisée, mais pleine d'amour. « Ma fille, tes bébés ont besoin de toi. Ne pars pas encore. S'il te plaît, reste encore un peu. » Et ainsi, jour après jour, dans ce mélange de foi, d'amour et de désespoir, elle continua à prendre soin d'elle-même, attendant et croyant que sa fille, quelque part au fond d'elle-même, pouvait encore entendre chaque mot. Les jours passèrent, et Ethan, le même garçon qui auparavant n'avait pas été capable d'entrer dans la chambre, vivait désormais pratiquement. Il arrivait tôt et avait toujours les yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi, une barbe de 3 jours et un regard perdu. Il s'asseyait à côté du lit, approchait la chaise le plus près possible, prenait la main de Rachel et restait assis là pendant des heures. Parfois, il la regardait simplement en silence. Parfois, il pleurait, doucement, mais la plupart du temps, il parlait. Il disait tout ce qu'il avait sur le cœur. « Tu sais, chérie, maintenant je pense à quel point j'ai été bête de ne rien remarquer quand tu m'as parlé et tes nausées, et j'ai pensé que c'était juste le stress, ou que tu inventais des excuses, juste le stress, ou que tu inventais des excuses pour sécher les cours. » Il baissa la tête, prit une profonde inspiration et continua. « J'aurais dû t'emmener chez le médecin, j'aurais dû mieux m'occuper de toi, j'aurais dû te prêter plus d'attention. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été si aveugle, j'étais si aveugle. » Les larmes coulaient et il les essuya avec sa manche. « Maintenant, je parle ici. Avec moi-même, je te tiens la main et je prie. Dieu, ramène-la, ne serait-ce que pour un court instant, juste pour que tu ouvres les yeux, que tu me regardes, que tu me grondes, n'importe quoi. » Souvent, il se levait, allait vers son ventre, posait ses 2 mains dessus et commençait à parler aux filles. « Bonjour mes petites, c'est moi, votre père. Je sais que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe ici, mais vous pouvez être sûr que je prendrai soin de vous, comme j'aurais dû prendre soin de votre mère. Moi, je vous promets, je vous jure que vous ne manquerez jamais de rien. » Et là, le visage pressé contre le ventre de Rachel, il pleurait comme un enfant. « Je sais que vous êtes encore très petite, mais restez encore un peu là. Oui, accrochez-vous, s'il vous plaît, pour elle, pour moi, pour tout le monde. » Hélène se tenait souvent à la porte et observait la scène le cœur lourd, regardant ce garçon qui avait autrefois été si insouciant, maintenant les épaules voûtées, et une culpabilité qui n'était pas seulement la sienne.
Et dans cette pièce, entre les machines, les câbles et les promesses chuchotées, Ethan jurait, jour après jour, que même s'il avait peur et ne savait pas comment, il s'en sortirait. Les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois. Chaque matin, Alex entrait dans la pièce avec la même expression sur le visage, concentré, attentif, mais avec un regard de plus en plus rempli d'espoir. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour être responsable des examens quotidiens. Il prenait l'échographe, préparait le gel et, même s'il était fatigué par tant de nuits blanches, il ne cessait jamais de parler avec amour à Rachel et aux petits. « Voyons voir comment vont mes petits combattants aujourd'hui. » Hélène, qui était toujours à ses côtés, tenait fermement les mains de sa fille tout en regardant l'écran, les larmes aux yeux. Ethan ne bougeait pas non plus. Il connaissait déjà le protocole d'examen par cœur et chaque fois qu'Alex entrait avec l'appareil, il rapprochait sa chaise du lit. Chaque jour, l'image à l'écran montrait un nouveau détail. Au début, juste le bruit des petits cœurs, ce rapide tom-tom, puis les premières images plus nettes, les petits pieds, les petites mains. Alex faisait même des blagues. « Regarde ça, celui-ci a l'air d'avoir hérité de sa mère agitée, il ne s'arrête pas une seconde. Et l'autre, regarde comme il est calme, il observe tout, absolument tout. » L'équipe a commencé à donner des surnoms aux filles, certains les appelaient les courageuses. D'autres disaient qu'elles étaient les 2 miracles, et à chaque échographie, la réaction était la même, des soupirs de soulagement, des applaudissements discrets et des sourires timides parmi les médecins et les infirmières. Marc, le chirurgien qui avait failli procéder au prélèvement d'organes sur Rachel, passait toujours dans la chambre, regardait les rapports et secouait la tête avec étonnement. « C'est incroyable », disait-il, parmi les médecins et les infirmières. Marc, le chirurgien qui avait failli pratiquer le prélèvement d'organes sur Rachel, passait toujours dans la chambre, regardait les rapports et secouait la tête, étonné. « C'est incroyable, ces filles sont plus fortes que beaucoup de gens que j'ai vus ici. » Les nutritionnistes ont ajusté l'alimentation de Rachel chaque semaine et ont réfléchi à la façon dont ils pouvaient assurer chaque gramme de croissance des jumeaux. Valéria n'a manqué aucun détail dans ses soins quotidiens. N'arrêtez pas de leur parler, d'accord, docteur? Ils aiment entendre votre voix. Ils s'y sont habitués maintenant. Alex sourit même s'il était épuisé. Elles ne me laisseront pas tranquille avant d'être nées, n'est-ce pas? Et ainsi, le miracle se poursuivit entre angoisse et petite victoire. Jour après jour, les 2 filles grandissaient, se battaient et surprenaient toute une équipe qui ne pouvait plus considérer ce cas comme un cas parmi tant d'autres. Le temps passa à toute vitesse et soudain, elles étaient dans la dernière ligne droite. Jour après jour, les 2 grandissaient, se battaient et surprenaient toute une équipe qui ne pouvait plus considérer ce cas comme un cas parmi tant d'autres. Le temps passait à toute vitesse et tout à coup, elles étaient dans la dernière ligne droite. Presque 9 mois de grossesse, des mois, de lutte, de foi, de nuits blanches, de larmes et d'espoir. Ce matin-là, le couloir de l'unité de soins intensifs semblait plus calme que d'habitude. Alex, il est entré dans la pièce avec une enveloppe contenant les résultats des tests. À la main, le visage grave, mais avec une lueur différente dans les yeux. Hélène, qui connaissait déjà chaque expression du visage du médecin, sentit son cœur battre plus vite, se leva lentement de sa chaise et s'approcha de lui. « Docteur, il s'est passé quelque chose? S'il vous plaît, dites-le-moi. » Ethan, qui était assis à côté du lit de Rachel à ce moment-là, se leva aussi, les yeux écarquillés. Alex prit une profonde inspiration, regarda les 2 personnes, puis Valéria, qui était également présente, et leur demanda de s'approcher. Il marqua une courte pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, puis il annonça d'une voix ferme mais brisée. « Le moment est venu. La césarienne aura lieu demain matin. » Personne ne put réagir. Le silence envahit la pièce comme si le temps s'était arrêté. Puis, comme si tout le monde avait soudain compris, Hélène posa ses mains sur son visage et se mit à pleurer. Mais cette fois, ses larmes étaient mêlées de soulagement, d'émotion, du sentiment de quelqu'un qui, après tant d'angoisse, voit enfin la lumière. « Mon Dieu, mes petites filles vont naître. Elles vont naître. » Ethan s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. « Demain, vraiment, docteur. Elles sont prêtes ?» Alex acquiesça. « Oui, petites filles, mes filles, elles vont naître. Ethan s'est adossé au mur, ses jambes tremblaient. « Demain, vraiment, docteur, elles sont prêtes ?» Alex a hoché la tête. « Oui, bien sûr, vous êtes encore en avance. On doit être super prudent, mais après tout ce qu'elles ont traversé, elles sont fortes. Leurs poumons sont déjà mûrs, leurs battements cardiaques sont stables. C'est le bon moment, on ne peut plus attendre. » Valéria sourit aussi.
les larmes aux yeux. Ses filles sont nées pour se battre et maintenant, c'est presque le moment de le montrer au monde. Alex posa sa main sur l'épaule d'Hélène, avec un regard plein d'affection. Ce sera une opération délicate, mais je te promets que toute l'équipe sera là et s'occupera d'elles comme si elles étaient de nos propres filles. Et dans cette pièce, au milieu des larmes, des sourires timides et des étreintes fermes, tout le monde a compris que le lendemain, la vie écrirait un nouveau chapitre d'une histoire que personne n'oublierait jamais. La dernière nuit s'est levée et la chambre de Rachel avait changé. Ce n'était plus seulement une chambre d'hôpital, c'était un lieu rempli d'émotions, de souvenirs et de promesses. Hélène était là, les yeux fatigués, mais le cœur plein d'espoir. Elle caressa les cheveux de sa fille et lui passa la main sur le visage, comme elle le faisait tous les jours, mais cette fois-ci, plus prudemment, comme si elle savait que cette nuit était spéciale. « Ma fille, demain, tes filles vont arriver. Tu m'écoutes, n'est-ce pas ? Je sais que tu m'écoutes, elles sont presque là, et je vais leur tout sur leur courageuse maman. » Elle parlait doucement, la voix brisée. Ethan était assis de l'autre côté du lit et tenait l'autre main de Rachel si fort que ses doigts devenaient rouges. Il la fixait, comme s'il voulait graver chaque détail de ce moment dans sa mémoire. « Amorcis, demain, on va rencontrer nos filles. Elles vont naître, et je vais m'occuper d'elles comme je te l'ai promis, et de toi aussi. Je ne laisserai jamais quelque chose qui nous appartient nous être enlevé. » Ses émotions étaient bouleversantes. Des larmes coulaient sur ses joues, mais il n'essayait même pas de les cacher. Valéria, l'infirmière qui avait accompagné Rachel depuis le début, entra dans la pièce avec un plateau contenant des cotons et des médicaments. Mais quand elle vit la scène, elle posa tout de côté. Elle s'est approchée de Rachel, lui a pris la main libre et, sans dire un mot, s'est mise à côté d'eux pour former un cercle. Un cercle d'amour autour de la petite fille qui, même si elle ne bougeait pas, avait réuni tant de personnes. Ils sont restés là quelques minutes en silence, à écouter juste le bruit des moniteurs, le bip régulier, l'air qui sortait du ventilateur. De temps en temps, Hélène passait ses doigts sur le bras de sa fille. Ethan posait sa tête près de son ventre pour sentir chaque mouvement de la petite. Et Valéria, les yeux fermés, disait une petite prière. « Quelqu'un écoute déjà là-haut. S'il te plaît, veille sur elle demain. Veille sur Rachel. Veille sur celle-ci, fille. Donne-nous la force de continuer. » Le début de matinée s'écoula lentement, mais personne ne voulait partir. Chacun tenait une partie d'elle, comme si leur amour pouvait d'une manière ou d'une autre traverser la peau, les os, le silence, et atteindre Rachel à l'intérieur. Et cette dernière nuit, avant le grand moment, était la leur. Veiller précisément sur cela. L'amour pur, l'espoir et une foi que personne d'autre ne pouvait expliquer. Le matin se levait, le ciel dehors se teintait déjà d'orange, et dans la chambre, les trois étaient toujours là, tenant les mains de Rachel. Hélène était fatiguée, mais elle ne bougeait pas. Elle serrait les doigts de sa fille fermement. « Ma fille, le grand jour est arrivé. Bientôt, tes filles viendront au monde, et je te promets que je leur raconterai tout ce que tu as fait, tous les efforts, tout l'amour, tout. » Elle se pencha, embrassa sa fille sur le front et murmura d'une voix tremblante. « Si tu veux te reposer maintenant, je comprends, mais si tu peux, reste encore un peu plus longtemps, reste avec nous. » À ce moment-là, elle le sentit, un léger mouvement, presque imperceptible, mais réel, dans la main de Rachel. Hélène se figea. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. » Elle regarda. Sa main, puis le visage de sa fille, puis Ethan. Elle bougeait sa main, je l'ai senti. Ethan, qui tenait l'autre main de Rachel, était sous le choc. « Comment ? Attends, ici. Moi aussi. Je l'ai senti aussi. » Il regarda Hélène, les yeux écarquillés, et le cœur battant à toute vitesse, et avant qu'ils aient pu dire quoi que ce soit, il y eut un autre petit mouvement. Cette fois dans ses doigts, Hélène se mit à pleurer. « Ma fille, tu m'entends ? S'il te plaît, si tu m'entends, fais-moi encore un signe, juste un de plus. » Et puis, comme si le monde s'était arrêté pendant une seconde, les yeux de Rachel s'ouvrirent. Lentement, difficilement, mais ils s'ouvrirent. D'abord juste un peu, puis un peu plus. Ses paupières tremblaient, ses yeux essayaient de faire la mise au point, cherchaient un peu de lumière, une image. Ethan a mis ses mains devant sa bouche, sous le choc, et s'est mis à pleurer. Des larmes qui ne voulaient pas s'arrêter. « Rachel, mon Dieu, Rachel, tu te réveilles, tu reviens. » Valéria, qui venait d'entrer dans la pièce, a laissé tomber le plateau par terre en voyant la scène. Dr Alex, code bleu, venez vite. Elle réagit. Le bruit de pas rapides remplit la pièce. Alex se précipita, le stéthoscope déjà autour du cou, les yeux grands ouverts. Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il ? Elle ouvrit les yeux,
et bougea les mains. « Docteur, elle se réveille », dit Valéria d'une voix tremblante. Alex courut vers le lit, sortit sa lampe de poche et ouvrit doucement les yeux de Rachel. Il observa attentivement la réaction de ses pupilles et, quand il vit que ses yeux réagissaient à la lumière, il ne put cacher ses émotions. Ses yeux se remplirent aussi de larmes. « C'est impossible », murmura-t-il, presque sans voix. Il regarda l'équipe, prit une profonde inspiration et dit avec un sourire mêlé d'incrédulité et d'émotion : « On a une activité cérébrale. Elle revient. Elle se bat, les gars. Elle revient. » La pièce s'est remplie de pleurs, de cris et d'étreintes. Hélène a serré Ethan dans ses bras. Elle revenait. Mon Dieu, elle revenait. Et à ce moment-là, l'impossible s'est produit. Au cours des heures qui ont suivi, l'activité cérébrale de Rachel s'est intensifiée. Elle a ouvert les yeux, bougé ses mains et parlé. Elle était de retour. Elle revient. La pièce s'est remplie de pleurs, cris et étreintes. Hélène a serré Ethan dans ses bras. Elle est revenue. Mon Dieu, elle est revenue. Et à ce moment-là, l'impossible s'est produit. Au cours des heures qui ont suivi, tout l'hôpital semblait vivait un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Alex avait du mal à croire ce qui se passait. Dès que Rachel a ouvert les yeux, il a demandé une série de tests, scanners, IRM, tout ce qu'il fallait pour comprendre ce qui se passait vraiment. Pendant que les techniciens emmenaient Rachel dans la salle d'imagerie, Hélène et Ethan faisaient les 100 pas, nerveux, le cœur battant à tout rompre. « Docteur, qu'est-ce qu'elle pense maintenant? Est-ce qu'elle va se remettre ?» demanda Hélène d'une voix tremblante. Malgré toute son expérience, Alex était toujours sous le choc. « Je n'ai jamais vu ça, mais attendons les résultats des examens. On doit comprendre ce qui se passe dans son cerveau. » Quelques heures plus tard, les images sont arrivées. Alex est entré dans la salle de briefing, s'est assis, a mis ses lunettes et a commencé à analyser chaque détail du nouveau scanner. Son regard parcourut l'écran ligne après ligne, centimètre par centimètre, puis s'arrêta. Il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Marc, qui se tenait à côté de lui, vit la réaction de son collègue et s'approcha de lui. « Que se passe-t-il? Que vois-tu » Alex a pointé l'écran et a répondu d'une voix douce, presque dans un murmure. « L'anévrisme, ça ! Tout ce qu'il a causé a disparu. Il a disparu. » Marc a froncé les sourcils. Il a tiré une chaise et a commencé à regarder lui aussi. Il s'est passé les mains dans les cheveux, incapable d'y croire. Non, ça n'a aucun sens. On a les anciens tests. Il tira une chaise et se mit à regarder lui aussi. Il se passa les mains dans les cheveux, incapable d'y croire. Non, ça n'a aucun sens. On a les tests précédents. Le diagnostic était clair. Je l'ai vu moi-même. Tu l'as vu. On l'a tous vu. Il était là. Il était énorme. Et maintenant, il n'y a plus rien. Valéria, qui était entrée dans la pièce pour chercher un dossier, s'arrêta devant Finot. En entendant ça, la porte disparut. « Eh, que voulez-vous dire par « disparu », docteur ?» Alex retira ses lunettes, se passa les deux mains sur le visage et se cala dans son fauteuil, comme quelqu'un qui essaye d'accepter l'impossible. Il n'y a pas d'explication. Il n'y en a pas. Mais les examens sont là. Vous, on ne peut pas simplement appeler quelqu'un pour vérifier ce qu'il a tué. Ce n'est plus là. Il y eut un silence de quelques secondes dans la pièce, jusqu'à ce qu'Alex, d'une voix brisée, mais avec un sourire mêlant choc et soulagement, dit doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même, « Si ce n'est pas un miracle, alors je ne sais pas ce que c'est. » Et à ce moment-là, tout le monde a compris qu'ils avaient affaire à quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer. Le silence régnait dans la pièce. Seul le bruit des moniteurs était audible, ce bip constant. Rachel était allongée là, le visage toujours pâle, les yeux fermés. Mais maintenant, contrairement à d'habitude, ses paupières bougeaient légèrement. Hélène, assise à côté d'elle, l'a tout de suite remarqué. Elle bondit. « Docteur, elle bouge !» Elle a rouvert les yeux. « Elle va se réveiller. Elle va se réveiller. Elle va se réveiller. » Elle ouvre les yeux. Alex se précipita à l'intérieur, son stéthoscope autour du cou. « Voyons voir. Calme-toi, laisse-moi voir. » Et à ce moment-là, les yeux de Rachel s'ouvrirent. Vraiment, lentement, encore difficilement, mais consciente. Elle cligna plusieurs fois des yeux et semblait confuse. Elle regarda le plafond et essaya de comprendre où elle était. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, essayant de reconnaître des visages. Hélène s'agenouilla à côté du lit. Elle tint le visage de sa fille entre ses deux mains. Des larmes coulaient sans arrêt. « Ma fille,
tu es de retour, tu es de nouveau avec moi. » Ethan, qui venait d'entrer dans la pièce, s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Son cœur battait fort. « Rachel, c'est moi, je suis là, ici, je suis là avec toi. » Oh. Rachel? Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit, ses lèvres tremblaient. Alex? Il s'approcha d'elle avec précaution et posa sa main sur son épaule. « Calme-toi, tu n'as pas besoin de parler maintenant. Reste simplement ici avec nous. Respire, prends conscience de tout ce qui t'entoure. Tu es en sécurité, tu es en vie, et tes filles vont bien. » En entendant ça, Rachel posa avec difficulté ses mains sur son ventre. Ses yeux se remplirent de larmes. Ses doigts caressèrent lentement son ventre désormais gros, comme si elle ne le remarquait qu'à ce moment-là. Et puis vint ce sourire, petit, timide, mais sincère, le premier depuis tant de mois, des mois, que son visage montrait un autre signe de vie, d'espoir. Hélène pleurait doucement. Ethan s'agenouilla à côté du lit et posa sa tête dans ses mains. Valéria, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, posa ses mains sur son visage et se mit aussi à pleurer. Et Alex, les larmes aux yeux, murmura simplement et regarda toutes les personnes présentes. Elle était revenue, vraiment revenue, et à ce moment-là, il n'y avait personne dans cette pièce qui ne pleurait pas à chaudes larmes. Dès que Rachel a ouvert les yeux et que ce sourire timide est apparu sur son visage, Alex a su que son heure était venue. Malgré toute la force qu'il avait déployée, son corps montrait déjà des signes d'épuisement extrême. Sa tension artérielle montait et descendait, son cœur battait très vite et les appareils bipaient de plus en plus souvent. Alex se tourna rapidement vers Valéria. « Préparez tout, césarienne d'urgence, on n'a pas le temps. » Valéria courut presque dans le couloir, appela le service chirurgical, appela l'anesthésiste, les néonatologistes. Toute l'équipe se prépara à la dernière minute. Hélène se tenait à la porte, les mains tremblantes, ne sachant pas si elle devait pleurer, prier ou courir après eux. « Docteur, elle va s'en sortir, les filles vont s'en sortir. »« Alex !» lui a pris fermement les mains et a répondu avec un regard déterminé. « Maintenant, c'est à Dieu et à nous de jouer, mais je vous promets que nous ferons tout ce qui est possible. » Ils ont emmené Rachel en salle d'opération, elle était encore consciente, mais faible, très faible. Pendant que l'équipe préparait tout, Alex se pencha vers elle. « Rachel, on va faire naître tes filles maintenant. Tiens bon, encore un petit effort. Oui, elles sont presque là, voilà. Et tu as déjà réussi l'impossible. Maintenant, c'est à nous de jouer. » Elle essaya de bouger la tête, un mouvement à peine perceptible, mais ça suffit. Cela suffit pour que tout le monde comprenne qu'elle se battait jusqu'au bout. La salle d'opération se remplit, les appareils furent mis en marche, le scalpel préparé. Alex prit une profonde inspiration et regarda ses collègues. Faisons-le pour elle et pour eux. L'incision a été faite avec précision, tout s'est passé super vite, mais avec le plus grand soin. Et puis, quelques minutes plus tard, le premier cri, fort, aigu, comme si cette petite vie disait « Je suis là ». Hélène, qui attendait dehors, est tombée à genoux et a pleuré à chaudes larmes quand elle l'a entendu. « Ma petite fille est en vie ». Deux, leurs petits visages rouges, leurs poings serrés, et dit d'une voix brisée « Deux petites filles, des battantes ». Tout comme leur mère Valéria, qui, les larmes aux yeux, les prit toutes les deux dans ses bras. Alors que les pédiatres commençaient à s'occuper des bébés, tout l'hôpital semblait retenir son... Hélène, qui était toujours à genoux dans le couloir, entendit le deuxième cri, mit ses mains sur sa bouche, ses yeux se remplirent de larmes, et elle s'effondra et pleura, comme elle n'avait jamais pleuré de toute sa vie. Mes petites filles, mes filles, étaient nées, elles étaient en vie. Merci, mon Dieu. Merci, Ethan, qui était appuyé contre le mur, les jambes tremblantes. Quand il a entendu les voix de ses filles pour la première fois, il a perdu ses forces, s'est laissé tomber par terre et a pleuré là, le visage caché dans ses mains, sans pouvoir se contrôler. Elles sont là, elles sont là, elles sont vivantes. Dans la salle d'opération, Alex s'est arrêté un instant. Il a enlevé ses gants et s'est tenu là, les larmes aux yeux. Il a enlevé ses gants et est resté là, les larmes aux yeux, et a regardé les deux filles dont l'une était déjà enveloppée dans sa couverture, les petites mains serrées, tandis que l'autre était encore nettoyée par les infirmières, mais avec ce cri insistant, comme si elle voulait montrer au monde qu'elle était arrivée et qu'elle avait gagné. Valéria, de l'autre côté de la pièce, essuyait ses larmes tout en effectuant les premiers soins au bébé. Marc, qui avait tout observé attentivement, prit une profonde inspiration,
se passa les mains sur le visage et poussa un soupir. Un soupir comme si tout le poids de ces mois s'échappait de lui, avec ce signe de vie. Puis Alex se retourna et regarda l'équipe, la voix brisée, mais avec un sourire aux lèvres que Jan essaya de cacher. « Mesdames et messieurs, nous avons 2 combattantes et une maman qui a défié tous les pronostics médicaux, qui a rendu possible l'impossible. » En entendant ça, même les techniciens, qui étaient d'habitude plutôt sérieux, baissèrent la tête et essuyèrent de leurs yeux. Hélène fut la première à entrer en courant. Elle courut vers les couveuses, regarda ses petites filles et dit d'une voix tremblante mais pleine d'amour, doucement, « Mes filles, vous ne savez pas combien de temps on a attendu ce moment. » Ethan, qui avait toujours les jambes qui tremblaient, est entré juste après elle, et quand il les a vues toutes les deux, respirer, bouger et pleurer, il n'a plus pu se retenir. « Vous êtes tout ce que j'ai maintenant, sans rien. » Et là, presque au moment où les 2 cris résonnaient encore dans l'hôpital, même Alex, ce médecin toujours si calme, a pris une profonde inspiration, a baissé la tête et a laissé couler ses larmes. Car ce jour-là, personne ne pouvait se retenir. Personne. Les mois ont passé et petit à petit, Rachel est revenue à la vie d'une manière que personne là-bas ne pouvait vraiment expliquer. Chaque jour, un nouveau pas, un nouveau signe, un petit miracle. D'abord, elle bougeait ses doigts avec plus de force. Puis, elle a commencé à ouvrir les yeux plus souvent. Et bientôt, les premiers mouvements de ses jambes et de ses bras sont apparus. La physiothérapie était dure, épuisante, pleine de douleurs et de larmes, mais Rachel n'a jamais abandonné. Hélène l'accompagnait à chaque séance, tenait la serviette et essuyait la sueur de sa fille. « Sois forte, ma fille, tu as déjà surmonté tant de choses, il ne reste plus qu'un petit effort. » Ethan ne l'a jamais quitté non plus, l'encourageant. Il lui racontait des blagues pour la faire sourire. Parfois, il pleurait en secret quand il la voyait simplement assise là, respirant toute seule, et prononçait ses premiers mots. Quand elle a enfin réussi à se lever, même si ce n'était que pour quelques secondes, tout l'hôpital a applaudi. Les infirmières, les médecins, même les autres patients. Tout le monde a arrêté de bosser pour vivre ce moment. Les 2 filles ont grandi, fortes et en bonne santé, chacune avec sa propre personnalité. L'une était calme et somnolente, l'autre agitée et bougeait constamment ses petites mains, comme si elle voulait attraper le monde. Les journaux ont vite eu vent de l'histoire. Des journalistes et des photographes se sont pointés devant l'hôpital. Le cas de la jeune femme revenue d'entre les morts pour sauver ses filles, titrent les journaux. Le cas de la jeune femme qui est revenue d'entre les morts pour sauver ses filles, titrent les journaux. Quand Rachel a enfin pu sortir de l'hôpital, déjà capable de marcher avec de l'aide, mais souriante, tout l'hôpital est venu à la porte pour lui dire au revoir. Alex, super ému, la serrait fort dans ses bras, comme quelqu'un qui embrasse sa vraie fille. Valeria portait les jumelles dans ses bras en pleurant. Elle voulait être celle qui leur ferait leur premier nœud dans les cheveux. Hélène ne pouvait bien sûr pas s'empêcher de remercier Dieu pour chaque pas que faisait sa fille. Et alors, dans une de ses interviews, entourée de caméras, de micros, et avec ses 2 filles dans les bras, Rachel a dit, les yeux pleins de larmes et la voix tremblante, la phrase qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous. « La vie trouve toujours un chemin, et j'en suis le témoin. Mes filles sont un miracle de Dieu. » Et, à ce moment-là, alors qu'elle parlait et que les gens applaudissaient, on pouvait voir dans tous les regards que personne n'oublierait jamais ce qu'ils avaient vu. Et, maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Que ferais-tu si tu étais à la place d'Hélène ou à la place d'Ethan? Aurais-tu pris les mêmes décisions? Aurais-tu avoir eu la même force? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que tu penses de cette histoire. Et n'oublie pas, clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos avec des histoires aussi passionnantes que celle-ci. À propos, clique maintenant sur la vidéo qui apparaît sur ton écran. C'est une histoire qui a déjà ému beaucoup de gens et les a fait réfléchir sur la vie. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Que ferais-tu si ça t'arrivait? Écris tes commentaires, on veut connaître ton avis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. La prochaine histoire incroyable arrive bientôt.